le futur est déjà là parce que nous sommes déjà en fait fusionnés avec la machine. On est collé au téléphone. On peut plus aujourd'hui réfléchir, penser, faire une phrase sans avoir checké sur Google Search ou sur AI, enfin ChatGPT. L'algorithme, c'est le contraire de la vie. Tu swipes et tu switches. On désincarne et on déshumanise le rapport à l'autre. En fait, on consomme de l'amour, on ne vit plus l'amour. Asma Mala, bienvenue dans Click. Tu publies le livre Cyberpunk, le nouveau système totalitaire aux éditions du Seuil. Comment présenter ta personnalité à Pio Marmaille qui ne te connaît pas? Oula, un mot. Ton histoire, ce que tu fais. Ah, mon histoire. C'est dingue. Ah oui, c'est dingue. Un mot, ce serait hybride, je crois, et j'essaye de réfléchir en temps réel et de théoriser en temps réel ce qui est en train de se passer dans le monde, et notamment aux États-Unis, en France, et d'essayer de comprendre ce qu'est le nouveau siècle dans lequel on est en train d'entrer et que très peu de gens arrivent à attraper, à comprendre sans hystérie, sans sidération, sans polarisation, sans insultes, des choses comme ça. Et je travaille beaucoup sur Elon Musk, Mark Zuckerberg, Donald Trump, et voir un peu comment tout ça s'articule et raconte notre monde. Et là, tu as acheté une machine à tatouage. Et là, j'ai acheté une machine à tatouage parce que faut être punk. Ça me Est-ce que tu es tatoué? Non, enfin oui, plus ou moins, enfin en grande partie sur les orteils, quoi, mais un petit peu. Ouais, un petit peu. Bon. Si tu veux un tatouage, il est Parlons très fort. plutôt de votre travail, parce que je pense que c'est peut-être plus intéressant. Ça s'appelle Cyberpunk, le nouveau Et donc, système. ça s'appelle Cyberpunk. Cyberpunk. En français, on dit cyberpunk, ok. Cyberpunk. La provocation cybernétique. Ouais. Le nouveau système totalitaire. Pio Marmaille est fan de culture punk, Ah, très bien. évidemment. Assez. Ouais, en tout cas, musicalement, je dirais. Ah, c'est très intéressant parce que le cyberpunk est au capitalisme, j'ai envie de dire, technologique, ce que le punk était au capitalisme industriel. C'est-à-dire les cris de révolte, le No Future, etc. Et donc, et c'est un vrai mouvement littéraire qui était d'ailleurs en rupture de la science-fiction, qui va apparaître au début des années 80, en gros, et qui n'envisage pas la dystopie comme quelque chose de très très loin, mais qui part vraiment du réel de l'époque, c'est-à-dire en fait tout ce qui dysfonctionnait déjà, et l'exagérait, l'emmenait quelque part, et il se trouve que ce qu'on est en train de vivre nous aujourd'hui, c'est exactement ce que cette littérature-là Moi, il m'arrive un truc explique. dingue. Je regardais le film Total Recall, qui est à la base adapté d'un livre de science-fiction, et j'ai un souvenir enfant de Total Recall de ces choses n'arriveront jamais. Ouais. Et en fait, quand je l'ai regardé avant-hier, et en fait, tout ce qu'il y a dans Total Recall est en train d'arriver. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les voitures autonomes. Ça parle déjà de cloner des animaux. On est là, on y est dans le film. Non mais attends, c'est même plus que ça. C'est-à-dire que Cyberpunk, en gros, si on prend les grands auteurs du mouvement, ça va être William Gibson, c'est le neuromancien, ça va être Neil Stephenson ou Bruce Sterling. Philippe K. Dick. Philippe K. Dick arrive juste un tout petit peu avant. Donc c'est le précurseur, C'est la base. mais il n'est pas automatiquement, disons formellement, on va dire, dans le mouvement cyberpunk, mais c'est un peu le père fondateur de Gibson et de tous ceux qui vont arriver après. Et dans les années, au tout début des années 90, Gibson, qui est donc l'auteur majeur du mouvement, va avoir cette phrase, et moi qui m'a beaucoup frappée, et c'est la genèse de cyberpunk. Il dit « Le futur est déjà là ». Et ce qui m'a beaucoup, moi, frappé, c'est que ces 3 dernières années, j'ai fait beaucoup de conférences, beaucoup de tables rondes, beaucoup de plateaux, etc., sur les questions des réseaux sociaux, de TikTok, de l'IA, de Musk, de tous ces sujets-là. Et à chaque fois, la façon dont les sujets étaient problématisés, c'était toujours quelque chose comme une menace à venir, une hypothèse, quelque chose qui était peut-être à prévoir dans le futur. Et ça me sidérait, parce qu'en fait, tout était déjà là. Et dans Cyberpunk, l'essence du mouvement, c'est des choses très, très simples. Au-delà des bouquins en eux-mêmes. C'est des méga-corporations ultra puissantes. Donc en fait, c'est nos géants technologiques. C'est un État ultra centralisateur avec une espèce de dimension de technosurveillance des citoyens. C'est Doge, et on est en train de le vivre aujourd'hui. C'est aussi des mégalopoles surpollués, surpeuplés. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et c'est surtout des masses de citoyens qui se sentent extrêmement seuls. Et le clonage des chiens. Et le cyborg, ouais. Et en fait, on est déjà... Je sais. Barbara Streisand, me semble-t-il. Et non, mais je t'assure, il me semble, peut-être que je dis une connerie, mais je crois que Barbara Streisand s'est fait cloner une partie de ses... Je ne sais pas si c'est des chihuahuas ou des chiens, mais je crois qu'elle s'est fait cloner Enfin, à moins que j'invente un truc aussi farfelu que ça, mais je pense que j'ai envie de te croire. Je dis vrai. Mais il y a un documentaire que je recommande sur le Dr Wang, qui est un Coréen spécialiste du clonage. Et, je ne dirais pas qui, a contacté le Dr Wang pour cloner son chien.
Voilà. Mais qui- L'âge du ragot, sans donner les noms. Qui Ouais, c'est fou. C'est tellement fou que là, vraiment, il y a un mec qui Non, a, mais qui a c'est clair. contacté un autre type, Voilà. Dr. Wang. Je connais Dr. Wang, quelqu'un. Il a Le vu, nom est un non, peu mais chelou. il a vu le documentaire sur Netflix. Il a perdu son chien, malheureusement. Et il a contacté le Dr. Wang. Oh, flûte alors. Mais donc le chien est cloné? On sait. Oui, le chien a été cloné et Barbara Streisand, on mais me donc dit à l'oreillette que c'est vrai, elle a cloné son chien. Ouais, je crois. Je crois que ça a coûté un sacré rancho. cette Une vie affaire. de chien. Ouais, un beau rancho. Hein. Ouais, ouais. 50 000 $. Le chihuahua Le chien. Ouais. D'accord. 50 000 balles, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, c'est énorme. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on est dans un moment là de l'histoire, au moment où on se parle, d'accélération, où en fait tout est en train de se cristalliser en ce moment. Donc le futur est déjà là parce que nous sommes déjà en fait fusionnés avec la machine. Pareil, on est toujours en train de présenter ça comme quelque chose à venir, l'homme augmenté, etc. La vérité, c'est qu'on on est collé au téléphone. On peut plus aujourd'hui réfléchir, penser, faire une phrase sans avoir checké sur Google Search ou sur AI, enfin ChatGPT. On est complètement, disons, enfermés. Nos univers psychiques sont récupérés par toutes ces technologies-là. C'est quoi les gestes du quotidien qu'on peut faire qui font qu'on est déjà dedans? On est collé au téléphone. Je crois que toi, tu as quelque chose au poignet. Ouais, j'ai une montre Et connectée. elle dit quoi, ta montre? Ben, moi, je l'utilise pour le sommeil, parce que j'ai des gros problèmes de sommeil. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est pour le sommeil, bien sûr. Ouais. Ouais. Pour le sommeil. Non, mais tu peux quand même Oui. cliquer sur les trucs, non? Oui, t'as oui, les c'est ça, boutons. mais moi, Ah c'est- ouais, putain, c'est- attends, elle est grosse. Quoi Elle ne tatoue pas. C'est vraiment pour connaître mon score de sommeil. J'ai des problèmes pour dormir, je Ouais. dors très très mal. Et donc, Ah, en mais ce tu te rends moment, compte ce que ça raconte, ce que tu fais. mon truc, c'est de regarder le matin le nombre d'heures de sommeil paradoxal et de sommeil profond que j'ai fait. Et alors, cette nuit? Ça va pas fort. C'est pas ouf. Donc toi, tu vas t'optimiser. Et en fait, c'est ça qui est très, très intéressant dans toute la promesse des gourous de la tech et de la Silicon Valley. Et surtout, quand tu les comprends en système avec Donald Trump, donc avec toutes les idéologies derrière néo-réac, anti-démocratie, anti-libéral, etc., c'est qu'ils ont cette promesse, a priori, de l'homme augmenté. Donc vous allez être meilleur, optimisé par tous nos usages. La montre connectée, les IA génératives, qui vont en fait te permettre d'aller beaucoup plus vite dans la rédaction, la compréhension, la consolidation de connaissances soi-disant, etc. Les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé quand même, les réseaux sociaux qui deviennent en fait beaucoup plus que simplement des espaces publics, qui sont en train de devenir des outils de propagande, de technologie, de masse. Même. Des prisons, oui, des couloirs. C'est des prisons mentales. Moi, je connais des gens, Tout à fait, on ne peut plus discuter avec eux C'est impossible. depuis qu'ils se sont inscrits sur TikTok. absolument. Et vraiment, ils ont ou changé. Twitter. Oui. Ouais. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que Philip K. Dick, donc, que tu évoquais tout à l'heure, qui est un peu l'auteur qui vient juste avant Cyberpunk, en fait, il racontait dans un de ses livres que quand vous utilisez toutes ces technologies-là, et donc elles sont partout, elles sont dans l'intime, dans le quotidien, on les utilise en permanence. Si je prends vos téléphones à tous les deux et que je regarde les applications que vous avez, vous tournez, et on tourne en boucle sur les 4-5 applications, elles sont globalement toutes américaines et toutes privées. Donc avec tous ces agendas-là. Et donc Philippe K. Dick disait, quand vous entrez dans ces applications, ce n'est pas un portail vers le monde. Vous entrez dans l'univers psychique de quelqu'un, de Elon Musk, de Zuckerberg, etc. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Moi, je ne dis pas forcément qu'il ne faut plus les utiliser, moi-même je le fais, mais il faut les utiliser en conscience, en comprenant ce qui se cache derrière pour détourner la machine. Ça, c'est absolument fondamental. Donc là, par exemple, qu'est-ce que ça a changé dans la façon dont on s'aime, cette technologie? Alors, ça change, Dont on se je rencontre crois, absolument tout. dans les relations humaines? Ça change tout. C'est-à-dire que, initialement, la rencontre, ce qu'il y a de beau dans la rencontre amoureuse, c'est le hasard, c'est le premier regard. C'est ce qui est impossible à détecter par un algorithme et une data, c'est la vibration, c'est l'énergie, c'est l'alchimie, c'est la peau. Ça, c'est impossible. Et c'est ce qui fait qu'une rencontre amoureuse, ou si elle foire de la même façon, elle devient alchimique, inattendue. Et donc ça, c'est le hasard. Et ça, c'est la vie. L'algorithme, c'est le contraire de la vie. C'est en fait cette construction parfaitement binaire sur un certain nombre de critères, et c'est oui-non, et tu swipes, et tu switches, et c'est comme ça. Et donc, en fait, on désincarne et on déshumanise le rapport à l'autre. En fait, on consomme de l'amour, on ne vit plus l'amour. Et ça, c'est fondamentalement différent, à tel point que ça devient totalitaire. Parce que, en fonction d'un certain nombre de critères qu'on va établir, comment t'es fringué, la couleur de tes yeux, ta taille, etc., tu ne vas devenir, en fait,
toi-même qu'une data dans le modèle algorithmique. Et donc, en fait, ça désenchante absolument tout. Et de ce point de vue-là, c'est presque plus d'ailleurs totalitaire faire l'amour aujourd'hui dans l'hypermodernité occidentale que de vivre chez les talibans, presque, pratiquement. Pourquoi cette comparaison avec les talibans? Parce que c'est la même injonction à l'homogénéisation. C'est-à-dire, en fait, on finit tous par se ressembler et on doit tous correspondre à un certain nombre de critères qui va être la doxa dominante du moment. Les fameux critères où tu vas être acceptable ou non acceptable, c'est-à-dire dedans ou dehors. La capacité à être hybride, à être différent devient impossible. Et ça, c'est très totalitaire. Dans son livre Éloge de l'amour, Alain Badiou, le philosophe, disait « Aujourd'hui, on vous vend l'amour sans souffrir sur les applications. C'est comme si on vous parlait de la guerre sans mort. » Oui, ça. Alors, oui, mais non. C'est pas très juste parce que la guerre sans mort n'existe pas. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de hyper-guerre aujourd'hui. Ça, c'est le concept. C'est ce qu'il voulait dire. C'est comme l'amour sans souffrir n'existe pas. L'amour sans souffrir n'existe pas et la guerre sans mort n'existe pas. Et on a beau surtechnologiser. Moi, ce que je dis, c'est que plus on. C'est très. Il y a un paradoxe dans nos sociétés, dans cette hyper-modernité qu'il faut absolument. Je pense qu'on arrive à penser ensemble. C'est que. Derrière toutes ces hyper-technologies-là et derrière ces gourous-là, il y a la promesse du progrès. C'est ça qu'on nous vend, le progrès. Et en fait, et l'autre promesse, c'était l'homme augmenté. Et en réalité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est davantage des hommes pré-programmés. Ils sont en train de programmer nos goûts, nos réflexes, nos connaissances, nos savoirs, puisqu'ils les construisent. Donc ça, c'est la première, disons, c'est le premier mensonge. Et le deuxième mensonge, c'est la question de ce progrès technologique. Mais le progrès technologique n'est pas le progrès humain, n'est pas le progrès social, n'est pas le progrès de la justice. Donc c'est leur progrès à nous, en fait, contre nos libertés. C'est quoi la dernière fois où tous les deux vous êtes sentis libres? Ouais, bien, celle-là est partie. Paf, libre, attendez, peut-être que je vous laisse répondre. Ah non, allez-y. Non, comme j'ai pas, rien ne m'est venu là. rien ne me vient. Si, je pense. Ce week-end, je suis allé voir j'étais au Grand Palais voir une exposition sur l'art brut. Et comme j'ai une passion en fait pour l'art brut, et c'est peut-être que la liberté pour moi elle se rapproche beaucoup de l'endroit où je m'oublie en fait, où j'oublie que je suis en train de vivre que je vis quelque chose. Enfin, je m'oublie moi-même. Donc je pense qu'à ce moment-là, je me sens assez libre. Et là, je m'oubliais. J'étais en train de voir des œuvres et j'étais happé quoi. Donc peut-être là, je me suis senti un peu libre. Asma? J'avais un festival, j'espère que mon éditeur ne regardera pas cette émission. J'avais un festival en octobre que j'ai annulé pour partir à Naples. L'amour? Non, pas l'amour, mais besoin de respirer. Ah. La solitude? La solitude est le contraire de la désolation. La solitude est un sentiment nécessaire, se retrouver face à soi. Non, attends, c'est très... Je peux faire un truc là-dessus? Mais let's go. Allez. La solitude, alors je sais, c'est la hantise de tout le monde, mais c'est là où on se réapproprie soi-même. Le temps long, ne pas être dans des injonctions, ne pas être collé derrière l'écran. Et ce que je raconte dans Cyberpunk à la fin, parce que c'est aussi un bouquin, d'ailleurs que je crée à la première personne, c'est pas du tout un essai académique. Et je dis que c'est aussi une tentative de déconstruire le récit très faux, je crois, de nos impuissances. On se sent tous dépassés, impuissants, très seuls, face aux malheurs du monde, très nombreux. Et en fait, tout ça, c'est aussi un narratif, c'est aussi une narration qu'on s'est fait de soi-même. Et donc, c'est pas que ces gens-là sont très forts, Trump, Musk ou n'importe qui d'autre, c'est que nous avons été, nous, très faibles. On va cliquer ensemble sur plusieurs choses. On commence avec... Pour moi, une série qui fait sa meilleure saison, qui touche le génie, qui touche la perfection, c'est South Park. Je ne sais pas si tu as vu la dernière saison. Non. C'est la saison 27. Et on a l'impression qu'elle aborde tous les thèmes dont Asma Mala parle dans son livre. Asma Mala. Regarde un extrait. Hey, Satan! I don't want to right now. What? Hey, relax! Come on, Satan, I've been working hard all day. You haven't been working, you've been doing your stupid memes and just fucking around. Give me a game. Ah, come on, Satan. You know you can't resist this. I can't even see anything, it's so small. Hey, I'll fucking sue you! God, fuck you! Qu'est-ce que ça dit, South Park, de Donald Trump? Alors, ce qui est très intéressant, c'est pas la séquence en elle-même, c'est l'esprit même de South Park, parce que on se rend compte que la critique politique est devenue complètement inutile. Elle ne marche plus, elle ne fonctionne plus. Donc en fait, on ne peut atteindre des gens invincibles et intouchables par la critique comme des Donald Trump que par en fait le grotesque, par l'humiliation. Il n'y a que ça. Donald Trump va être beaucoup plus atteint par son pénis rikiki que par une critique politique. Et donc,
dans des personnalités très narcissiques d'ailleurs. Donc c'est là où ça tape, c'est là où en fait, il est lui-même tellement grotesque qu'on n'a pas d'autre choix que d'avoir une espèce de course à l'échalote, d'être encore plus ridicule et encore plus grotesque que lui. Donc à très court terme, c'est à peu près la seule réponse qu'on a trouvée, ainsi que d'ailleurs le gouverneur de Californie, Newsom, qui a complètement tourné en ridicule par des campagnes Donald Trump et qui est devenu très aussi populaire comme ça. Mais ça fait beaucoup de mal aussi. Ça dit quoi de la démocratie si aujourd'hui c'est la moquerie qui est la réponse à l'humiliation ? Alors moi je dis que la démocratie, alors pareil, c'est un récit qu'on s'est fait, elle est complètement effondrée aujourd'hui. Et plus exactement, on n'est plus tellement en démocratie, on est dans un truc que moi j'appelle la fluxcratie, c'est la dictature du flux permanent. Ah, c'est pas le flux, c'est le flux. C'est pas le flou, c'est le flux. C'est le flux du flux. On fait du content, on fait du flux en permanence. Et le danger de ça, c'est que tout se vaut à la fin, tout finit hélas par se valoir et que la réalité, plus même d'ailleurs que la vérité, la réalité devient elle-même un flux parmi d'autres. Pio Marmaille, toi, t'es papa J'ai 2 enfants. Oui. 2 enfants. Comment est-ce qu'on protège nos enfants, en fait, tout simplement, de ce flux, de cet hyperflux ? Il y a plusieurs choses. Alors, ils sont petits, hein. Ils n'ont pas encore accès, je les ai pas encore... Voilà. Je leur ai pas encore mis les écrans sur les yeux et tout, hein. C'est pas le délire. Ils sont tout petits, hein. Pas... Non, ça c'est important. Déjà, je pense ne pas leur montrer ce dont on parlait, en tout cas, la dimension sociale du réseau social, enfin, tu vois le délire, quoi. Donc t'as pas les écrans ? Non. Ouais, ça c'est très Ils ont les bouts de bois, hein. J'aurais des petits bouts de bois. Donc c'est important de les protéger des écrans déjà. Bah, non, jusqu'à un certain âge, c'est absolument nécessaire. D'ailleurs, c'est ce que font, c'est ce qu'avaient fait en tout cas Jobs, etc. Tu avais un certain nombre de patrons de la tech qui ne donnaient pas accès aux écrans à leurs enfants, alors qu'eux-mêmes les développaient par ailleurs. L'ancien défunt patron d'Apple. Donc ça, c'est très important. La question de l'âge, ça c'est important. Ça c'est la première chose, parce que sur les premières années, c'est là où tu vas apprendre le rapport aux autres, au réel, à lire, à écrire. Mais je ne plaisante pas, à lire, à écrire. C'est juste ça qui permettra plus tard, demain, d'en faire des adultes capables de penser par eux-mêmes. Tout à l'heure, je disais... Mais bien sûr, un droit de critique et de curiosité. Et de penser. C'est-à-dire juste de penser par soi. Et non pas que ce soit la machine qui t'injecte ce que toi, tu dois penser. C'est pour ça que je dis que nous sommes déjà pratiquement fusionnés. Et donc, c'est là où il faut qu'on fasse très, très attention à cette fusion homme-machine. On n'a pas besoin d'avoir des implants partout, encore que c'est le projet de Elon Musk, par ailleurs. Mais... on n'a pas besoin d'avoir la caricature de l'homme mi-métallique, mi-humain pour bien comprendre que le futur est déjà là et que nous sommes déjà hybridés. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi j'y tiens beaucoup à ça, c'est que si on part du principe qu'on est en train de vivre 2 existences chacun, toi, moi, on a chacun 2 existences. Une existence virtuelle et une existence réelle. Et les 2 chemin d'existence nécessite de notre part le même niveau d'attention. Tu es autant attentionné sur ta réputation sur les écrans, sur les réseaux, que ce que tu fais dans la vraie vie. C'est une existence à part entière. Le nombre de data, de données que tu lâches sur les réseaux, sur les apps, sur les moteurs, etc., est phénoménal. Elle est toi aussi. Elle est ton identité est même probablement beaucoup plus transparente que ce que nous sommes dans la vraie vie. Donc, si on part de ce postulat-là, ça veut donc dire que pour échapper à cette espèce de panoptique ultra-surveillant, totalisant, etc., donc le réel devient notre poche de résistance. Et donc, le réel, c'est quoi ? C'est sortir, c'est voir des gens, c'est lire. Lire est le contraire de l'IA générative, parce que c'est ça qui permet d'ouvrir les imaginaires. Là où les IA, elles les enferment. Ce sont des algorithmes qui serrent l'information. Au-delà des biais idéologiques. Donc, simplement, ça, c'est très important, le rapport au corps. Et chez mes étudiants, par exemple, j'ai un collègue à moi qui est prof de théâtre et qui me disait, sur mes étudiants, il disait, mais en fait, je leur ai donné un exercice, et simplement, pour s'échauffer, de se toucher. Ils n'y arrivaient pas. C'était impossible de toucher la peau de leurs camarades. Et ça, c'est très, très grave. C'est très grave, parce qu'on se détricote. Donc, faire l'amour fait partie d'actes de résistance, en réalité. C'est ça, le réel. Il faut résister. ChatGPT, est-ce que ça nous rend plus bêtes ou plus intelligents ? Ça dépend ce que tu veux en faire. Si tu veux aller très vite sur de la recherche d'informations, elle est très peu fiable sur des données très complexes, etc. Mais si tu as envie d'aller vite ou sur des mails un peu rapides, genre « Cher monsieur, merci beaucoup pour l'invitation », bon, ça, c'est pas big deal et on peut y aller. En revanche, si ça devient un réflexe
où ça va devenir ton psy, ton pote, ton machin, ça c'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se sont suicidés. Il y a eu des leaks, il y a eu cet été, il y a eu des fuites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est passé un truc sur ChatGPT, on n'en a pas beaucoup parlé en France. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et en fait qui te dit bloquer ou consentir, mais tu ne sais pas exactement à quoi. Et donc, pour aller vite, pour avoir accès à l'écran, on consent, allez, on y va vite. Le truc, c'est que derrière, le consentement qu'il demandait, c'était d'avoir accès à toutes tes datas pour toujours. Hein. Toutes les données que tu mets, tous les prompts que tu mets pour toujours. Et donc, en fait, cet été, il y a une fuite technique. Et quand tu tapais le nom d'un certain nombre de personnes, il y avait tous leurs prompts, donc toute leur vie privée, qui est sur Google, en fait. Donc, il ne faut jamais rien demander de personnel à ChatGPT. Il vaut mieux éviter, je pense. Parce que ça te profile. J'ai monté l'angoisse terrible, là. Non, mais c'est vrai, c'est un peu anxiogène, hein, cette histoire-là. C'est le Moi, réel. j'ai pas du tout le réflexe ChatGPT ou quoi. C'est pas du tout mon. Et par ailleurs, c'est des patterns. C'est-à-dire, en fait, tous les mecs sont des pervers narcissiques et toutes les meufs, c'est des insécures. Donc, ils fonctionnent par pattern. Donc, il n'a pas la subtilité, par ailleurs, de l'analyse. Merci. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode de South Park sur ChatGPT. À ce moment-là, il faut absolument lire ce livre qui s'appelle Cyberpunk, le nouveau système totalitaire. Pio Marmaille, on va regarder Nero sur Netflix ensemble.